Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 43 de Carter et Piston. Il est encore temps de vous souhaiter une merveilleuse année 2022 et surtout évidemment une santé de fer. Donc voici le sommaire de ce numéro. Nous irons visiter un lieu secret rempli de trésors. Le trial a toujours été un sport d'hiver. On va particulièrement s'intéresser au choc des générations. La Triumph Tiger Sport 660 sera certainement un des best-sellers 2022. On la découvre au Portugal. La mobilité urbaine est un sujet qui concerne des millions d'entre nous. Le BMW CE04 est une approche différente du scooter urbain, mais très intéressante, un essai électrique et ensoleillé dans les rues de Barcelone. Enfin, nous terminerons par un moment exceptionnel en compagnie d'une légende absolue du sport moto, Giacomo Agostini. Pour cette émission, je me trouve chez Locotrans, en fait, chez Royal Enfield Waterloo. Bonjour Marco. Salut Thierry. Tu vas bien? Bah oui. Merci de m'accueillir De rien. dans cette magnifique concession. Ça a demandé un peu de boulot de faire ça. Un petit peu, oui. On a été pris de surprise par le corona, ce qui nous a donné le temps de faire tout ça. Oui, finalement. Mais voilà, ça ne permettrait que de démarrer de plus belle bien sûr. Dès que tout ça sera fini. Mais il y a un boulot énorme de décoration, il y a de l'idée, on est dans le vintage, en étant quand même dans une concession moderne finalement. Un alliage entre une maison vieille de 100 ans et une structure métallique moderne. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très, très sympa. C'est ce qu'on pense aussi. On a eu la chance d'avoir un bon support de Royal Enfield, ce qui nous a permis de suivre leur cahier de charge dès le départ et faire de la sorte le premier concept store à sortir de terre en tant que tel, en suivant les plans de A à Z et en respectant tout ce qui est dans le cahier de charge. Oui, parce qu'en fait, pour la Belgique, c'est sûr que c'est le premier, mais au niveau européen, il ne doit pas y en avoir beaucoup, à mon avis. Il n'y a pas beaucoup de stores, il y a encore moins d'exclusifs stores, mais de plus en plus de magasins suivent ce cahier de charge et suivent les directives de la marque pour être proche du client et faire des zones d'accueil pour ces derniers, penser vraiment à la communauté. Ça te donne un peu d'avantage en termes de livraison, peut-être? Absolument pas. Absolument pas, ce qui est bien, parce qu'ils pensent quand même à tout le monde, mais c'est pas non plus ce qu'on vise. On vise surtout à faire... On avait besoin d'un outil pour parfaire tout ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait depuis 30 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est quand même un pari un peu osé d'être monomarque. Oui, ça l'est, mais on était assez confiants. Justement, ces 30 ans d'activité avec Royal Enfield nous permettent d'avoir une belle clientèle. On a encore beaucoup de personnes qui roulent avec les anciennes fontes, comme la tienne. Et donc tout ça, petit à petit, a fait une communauté et a permis de ne vivre que de ça, ou presque. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une marque dont l'histoire est déjà longue, une histoire mouvementée qui a changé de continent aussi, oui. Qui était anglaise et puis indienne maintenant. C'est ça, avec l'avantage, pas des moindres, que les Indiens sont très fiers de ça, et d'une part et de l'autre, les Anglais aussi le sont, ils sont absolument pas chauvins, ils sont très fiers de ce qu'ils arrivent à faire ensemble aujourd'hui, puisque depuis pas mal d'années maintenant, ils travaillent vraiment de concert pour tout développer. Il n'y a plus que des Indiens, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur et ils s'intéressent beaucoup à tout ça. Et en fait, je dis pari osé, et puis finalement, nous, les communications presse que nous recevons annoncent quand même pas loin de 20 nouveaux modèles dans les 2-3 prochaines années. Donc ça s'annonce quand même plutôt bien. Oui, c'est très positif. Tout est positif. La seule chose qui est négative aujourd'hui, c'est les problèmes communs à toutes les marques, liées aux livraisons. Bien sûr. Encore un peu de patience, j'espère qu'on sortira bientôt de cet obscur tunnel. On a parlé un peu d'histoire, on va continuer à parler un peu d'histoire. Je vais t'emmener découvrir un collectionneur secret qui a bien voulu nous livrer et nous permettre de découvrir sa collection intimiste de motos d'exception. Je vous emmène dans un endroit secret. Chut.
Bon, il y a des moments parfois où on a le privilège d'assister, de découvrir et d'être invité à voir des choses qui sont assez exceptionnelles. C'est ce que je vous invite à partager pour le moment avec moi. On est dans un endroit que je tiendrai évidemment secret. On va découvrir des machines, des histoires et un homme extraordinaire. Suivez-moi. Quelle incroyable collection, quel rassemblement de merveilles. Ce sont vraiment des machines qui sont ici rassemblées dans un endroit qu'on tient évidemment secret. Merci vraiment de nous permettre de voir ces motos, de nous accueillir. Il y a eu un début à cette histoire. Ik reed motocross. Okay. Tot... C'est vers 1968 que Willy roula en motocross. Il s'aligna en compétition jusqu'au début des années 70. Ensuite, sa vie professionnelle lui prit tout son temps jusqu'au moment où la passion de revivre ces belles années, combinée à celle des belles machines, lui donna l'envie de rassembler quelques motos d'exception. La toute première fut cette Gilet de 1921 qui subit actuellement une cure de jouvence et surtout une réfection moteur totale. Ensuite, au gré des hasards et des rencontres, et dans le désordre, on peut notamment voir cette magnifique Harley-Davidson de 1921 ou cet attelage Saroleia, unique au monde. Mais évidemment, les anciennes motos de cross, celles qui le firent rêver durant sa jeunesse, ornent maintenant les murs de son atelier-musée. Cette Saroleia d'usine est d'une beauté à couper le souffle, tout comme cette Monarch et cette Lito, aussi magnifiques que rares. C'est dans la pièce d'à côté, celle où nous nous trouvons, que dorment d'autres merveilles absolues. Toutes ces machines de course rares, voire uniques au monde, comme cette Saroleia bicylindre de 1936, une moto d'usine construite seulement à 9 exemplaires et dont vous avez sous les yeux la dernière survivante. C'est donc une moto unique au monde. Ces Norton Manx sont tout aussi impressionnantes. Elles aussi ont eu leurs heures de gloire jusqu'au début des années 60. Imaginez quand même ces moteurs prenant 12 000 tours minute, développant 75 chevaux et pesant moins de 150 kg. Cela laisse supposer des performances de tout premier ordre. On peut s'attarder longuement sur chaque machine qui sont toutes dans un état exceptionnel. L'état de santé de Willy ne lui permet plus de profiter de ses motos. Il vient néanmoins passer quotidiennement de longues heures dans son antre pour regarder ses machines et discuter avec un ami fidèle qui s'occupe pour lui de la maintenance, de la remise en ordre et des réparations éventuelles. Car il y a maintenance, et bien plus que ça, puisque une fois par an, chaque machine a droit à sa vidange complète et à une remise en route suivie de quelques kilomètres pour leur dégourdir les bielles. C'est un véritable privilège d'avoir pu pénétrer ici. Moins de 10 personnes, je crois, ont eu cette chance et je peux maintenant vous en faire profiter. Willy pense évidemment à la suite au moment où il ne sera plus là et envisage de transférer ces machines exceptionnelles, ces morceaux d'histoire, vers des lieux où le public pourra les admirer. Aucune décision n'est encore prise. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Willy a toujours une nouvelle quête, un nouveau rêve. Pour le moment, il recherche une certaine V7 KTT MK8 ayant appartenu à un certain Georges Monneray. L'avis de recherche est lancé, forte prime à celui qui lui trouvera. En attendant, laissons Willy encore rêver devant toutes ces machines qui ont écrit parmi les plus belles pages du sport motocycliste. Merci Willy. De l'off-road chez Royal Enfield, proposé avec le 650 bicylindres, ceci pourrait représenter la future version off-road de la machine, une machine très éloignée de l'Himalayan. Cette 650, bien que conçue pour les voyages aventureux, offrirait une image plus riche et plus raffinée pour ceux qui veulent une moto plus confortable avec un autre attrait esthétique. Très bien équipée avec des composants adaptés aussi à une utilisation off-road, techniquement simple et robuste, cette nouvelle version s'adressera à ceux qui veulent un style plus baroudeur. On attend les confirmations avec impatience. Chez Kawasaki, la gamme Z de Kawasaki fête cette année ses 50 ans avec 4 nouveaux modèles Limited Edition exclusifs.
La Z900 50e anniversaire, cette machine domine le segment naked en Europe avec son style Sugomi si personnel et qui se marie dans cette édition jubilée à un coloris Firecracker Red du plus bel effet. Sa livrée s'inspire directement de celle de la Z1100 GP, la puissante Z refroidie par air des années 80. En lançant la Z900 RS, Kawasaki a donné la preuve de son souci du détail et de son respect pour le passé. La RS rend un hommage appuyé à la légendaire Z1. Elle s'en démarque par sa technique et ses performances résolument actuelles. Le coloris Candy Diamond Brown et la déco Fireball renforcent encore la beauté de cette moto. La Z650 RS, elle, est la plus récente de la famille Z. Cette rétrosport a elle aussi tout pour devenir un succès. Elle rend hommage évidemment à la Z650 B1 de 1977. Essayé dernièrement dans Carter & Piston, ce modèle 50e anniversaire édition arbore, comme sa grande sœur la Z900 RS, une magnifique livrée Candy Diamond Brown et les décos Fireball, rehaussés par des jantes de couleur or, une selle spéciale et les logos DOHC. BSA, le mois dernier, on découvrait la renaissance de BSA et on voit déjà ce mois-ci une extrapolation off-road, juste magnifique. Vite, un essai s'il vous plaît. Vogue a présenté des nouveautés lors de l'EICMA. Tout d'abord le 500 AC, qui est le deuxième membre de la famille Advanced Classic. Cette grande sœur de la 300 AC est animée par un bicylindre parallèle de 471 cm3, prix annoncé 6 399 €. La 300 ACX, nouveau membre dans la famille aussi Advanced Classic, qui dispose désormais d'une version Scrambler de la AC. Prix 4 599 €. La 400 SR4 est le tout premier scooter de chez Vogue. Le scooter est propulsé par un monocylindre de 350 cm3 refroidi par eau et développant 28 chevaux et demi. La 400 SR4 est totalement dans l'air du temps, avec contrôle de traction, feu LED et même une caméra intégrée à l'avant. Sous la selle, vous pourrez y ranger 2 casques. Enfin, la 300R n'est pas nouvelle dans la gamme Vogue, mais elle l'est sur le marché du Benelux. Cette 300R est également équipée de jantes en alliage, d'un phare et d'un feu arrière LED, ainsi que les clignotants. Prix 4 199 €. Harley-Davidson. Il y avait du monde dans les concessions ce 26 janvier pour y découvrir les nouvelles Harley-Davidson 2022. Pas moins de 8 nouveaux modèles ont été présentés, les Lowrider S et ST, Street et Road Glide ST, plus 4 CVO. Harley-Davidson a commencé à présenter son millésime 2022, mais avec principalement les nouveaux coloris des Pan America et Sporter S, ainsi que ceux des gammes Touring et Cruiser. On découvre ainsi les Lowrider S et Lowrider ST de la gamme Softail, les Street Glide ST et les Road Glide ST de la gamme Touring ou encore les séries limitées Custom Vehicle Operation, c'est-à-dire les CVO, qui concernent cette année Street Glide, Road Glide Limited et Tri-Glide. Il faut bien avouer que les dénominations chez Harley-Davidson sont nombreuses et il est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Cependant, ce n'est pas tout car le constructeur américain apporte également des évolutions dans les assistances de ses motos avec un nouveau package Cornering Rider Safety qui comprend un freinage combiné en courbe avec un ABS en courbe évidemment, un contrôle de traction toujours en courbe, le contrôle de couple DSCS, l'aide au démarrage en côte et l'indicateur de pression des pneus. Ce package plus complet est intégré en série sur les modèles CVO et proposé en option sur toutes les motos Touring, y compris les nouvelles Street Glide ST et Road Glide ST. En revanche, Harley-Davidson n'a toujours pas donné de nouvelles de la Bronx, son roadster développé autour du moteur Revolution Max de 1250 cm3 et qui avait été mis en parenthèse durant l'été 2020. Initialement prévu pour 2021, le roadster avait été présenté comme simplement reporté, sans plus de précision quant à la date à laquelle il pourrait débarquer. Il semble que ça ne soit pas pour 2022.
Voilà, donc merci à Willy de nous avoir permis de découvrir cette collection intimiste dont malheureusement il ne peut plus beaucoup profiter, mais quel moment exceptionnel. Marco, il y a un certain temps déjà, Enfield a quitté sa zone habituelle qui était en fait cette 500 bullets légendaire pour revenir dans le bicylindre, revenir dans le 650 cm3 avec les Interceptors et les Continental GT. Un vrai succès ces machines. Complètement. Tous les aficionados de la marque attendaient ça. Oui. Depuis des années, on demande à refaire une Interceptor et les surprises ne cessent de continuer à apparaître et le développement qu'il y a derrière a été plus que démontré sur le produit final. Ils ont fait un travail d'enfer. Oui, parce qu'on peut quand même se dire qu'on est arrivé à un niveau de finition 2.0 ou 3.0 Oui. pour parler actuel, parce qu'en fait, bon, la qualité Royal Enfield, à un moment donné, était un peu, je ne dis pas qu'elle laissait à désirer, mais bon, c'était des motos dont il fallait beaucoup s'occuper. Voilà. Ouais. Et on est arrivé dans quelque chose d'un peu plus européen qui correspond C'est évidemment au marché, et puis ça marche. Oui, Oui. Bah oui, parce qu'ils sont humbles, donc ils n'ont pas la prétention de vouloir faire la moto dotée du dernier cri en termes de technologie, etc. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, et les premiers à le savoir, c'est eux, puisqu'ils ont quand même 90% de la production qui reste chez eux, Oui. et qu'en Inde, ils ont quand même difficile de dépasser 50 km/h. Donc pour la première fois, on peut considérer qu'ils ont pensé à nous, au marché export, en essayant de concurrencer les marques bien connues dans le domaine, en restant du coup sur une cylindrée raisonnable, ce qui a permis vraiment de travailler énormément le caractère moteur, le tout associé à des personnes qui n'ont rien à prouver à qui que ce soit, tel Harris, Brembo, Bosch et compagnie. Donc c'est une recette qui, dès le départ, fonctionnait. Oui, et puis ils ont quand même été puisés dans leur histoire, parce que l'Interceptor et la Continental sont des motos qui ont existé dans l'histoire d'Enfield dans les années 60. Absolument. Avec une 750, si mes souvenirs sont bons, qui était un bicylindre pour l'Interceptor. Et donc en fait, moi j'ai essayé ces motos dès le début, et franchement, même si on est sur une motorisation identique entre l'Interceptor et la Continental GT, on est sur deux motos radicalement différentes en termes d'esprit et même de ressenti de conduite. C'est vrai qu'on est plus sur le train avant, c'est pas une super sport, mais la GT a cette position un peu plus sportive qui se veut être plus en contact avec le train avant. L'Interceptor va rester un choix plus large au niveau de l'utilisation. Ceux qui viennent pour la GT cherchent un café racer et font rarement le trajet du travail avec. C'est de l'ordre de l'exception. Moto plaisir. Moto plaisir avant tout. Alors, on voit perler de temps en temps sur les réseaux sociaux quelques autres projets très alléchants, dont notamment sur la base du 650, un modèle off-road. Ça a été démenti pendant pas mal de temps. Je crois que maintenant, ils ne peuvent plus le démentir. Voilà. Cette moto va exister. Ils ont démenti pour moi, je m'avance à comprendre que le marché export, de nouveau, a réellement besoin de ça. Pour eux, vu qu'ils gravissaient les cols les plus hauts du monde sur un 350 fonte avec vis platinées et chargé comme des mulets, l'intérêt d'avoir un off-road en bicylindre s'écarte du besoin réel, puisqu'il consommerait trop, il serait plus lourd, etc. Mais c'est sûr que pour nous, ça ferait beaucoup de bien. Oui. Ils auraient l'intention d'officialiser ça pour 2024. Depuis le début, on sait qu'elle ne s'appellerait pas une Himalayan, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est là-dessus que spéculent beaucoup de passionnés. Et oui, on a clairement la demande. Nous, on peut répondre à ça amplement. Ce sera une utilisation pour l'export, pas bien sûr. pour le marché local. Et c'est une machine qui serait attendue. Il y a une petite renaissance aussi dans le monde de la moto, c'est BSA. Qui a annoncé, en fait, qui est aussi d'origine indienne maintenant, enfin pas d'origine, qui est propriété indienne. Tout à fait. Ils ont décidé de réouvrir une usine à Birmingham. Voilà, donc moi je trouve ça assez sympa de leur part de refaire une production en Angleterre avec un modèle classique qui a été présenté il y a quelques semaines, et un modèle off-road aussi qui sera à mon avis tout à fait dans la lignée de ce que sortira Royal Enfield. Ça nous promet de beaux jours parce que ce sont de belles motos. Et en fait, je trouve qu'Enfield garde son identité parce qu'on a toujours ce côté vintage et ce côté un petit peu léger.
Voilà, j'aime ça en fait. Oui. Voilà, on se prend pas la tête, on roule la moto et on se fait plaisir. Humble. Voilà, exactement. Exactement. On va rester dans cette gamme de cylindrées. Je te propose de découvrir une moto actuelle, évidemment, la Triumph Tiger Sport 660 que je suis allé essayer au Portugal. Et moto qui, comme son nom l'indique, est sportive, mais aussi a de belles qualités de tourisme. Et à mon avis, ce sera un best-seller pour 2022. On part à Faro. Rappelez-vous, il y a environ 2 mois, je vous présentais la Tiger Sport 850. Voici sur la base de la Trident, la Sport 660. Alors vous allez me dire, bon ben, on n'en sort plus dans tous les dénominatifs autour de cette fameuse moto. On est quand même sur tout à fait autre chose. On est ici sur le 660 qui équipe la Trident, sortie il y a maintenant une année. On est sur une base moteur totalement identique. Et pourtant, on est sur une toute autre moto. Je m'explique. D'abord, évidemment, en termes de design, en termes de style, on est sur quelque chose de plus tourné vers le tourisme et en même temps vers le sport. D'un côté, on a ce pare-brise qui est réglable en 2 positions. On a ici les écopes de radiateurs qui sont travaillées toujours avec beaucoup de style et beaucoup de finition chez Triumph. On a cet avant très caricatural avec ces 2 phares inclinés, ces 2 phares LED, tout comme l'éclairage arrière. On a ici des platines de pose-pied, vous avouerez comme moi que la pièce est vraiment superbe. On a un ensemble d'échappements qui vient sous la moto et qui ne vient pas, entre guillemets, polluer l'arrière de la moto malgré les normes Euro 5. À souligner que cette moto est aussi disponible en permis A2. Alors, les impressions au guidon sont totalement différentes de la Trident. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une position radicalement différente, une position bien droite. On a un large guidon qui donne une assise tout de suite naturelle. Les mains viennent se poser naturellement sur le guidon. Et d'entrée de jeu, j'ai trouvé la moto beaucoup plus nerveuse. On est avec 81 chevaux, on est avec 206 kg, on est sensiblement sur exactement la même moto que la Trident et pourtant les impressions sont radicalement différentes. J'aurais peut-être la solution par après, mais je crois qu'on est sur une couronne arrière beaucoup plus grande. Et en fait, cette moto accélère et est beaucoup plus nerveuse pour moi que la Trident. On est de nouveau dans ce rapport dont on ne sait pas sortir, c'est ce rapport prix-plaisir. On est à 9 195 €. Pour ce prix-là, vous avez une moto qui franchement est très amusante. Alors ce matin, on a roulé, nous sommes au Portugal, nous sommes du côté de Faro, en Algarve. On est au mois de décembre. Bon, on a eu du soleil ce matin, même si maintenant c'est un peu couvert. Mais ce matin, on a roulé avec un pilote qui roule au Titi sur l'île de Man. Je ne crois pas que la moto est vraiment faite pour rouler à ce rythme-là. On est allé boulocher un peu, même le côté des pneus. C'était un rythme un peu fou, mais ça nous a permis de voir jusqu'où cette moto est capable de nous emmener. Alors en fait, on a durci les suspensions parce que c'était un peu soft dès le départ. Dès qu'on arrive dans les tours un peu élevés, au-dessus de 6000 tours, il y a quelques vibrations dans le guidon, effectivement. J'ai été très étonné de l'efficacité de l'ensemble freinage qui est ici d'une Nissan. Ce n'est pas d'une Brembo comme d'habitude chez Triumph. C'est très efficace. L'ABS déclenche un poil tôt, mais on est dans un rythme que la majorité des pilotes ne vont pas adopter. Cette moto n'est pas faite pour ça. Alors l'après-midi, on a dit aux pilotes qui roulent devant, écoute, on aimerait bien rouler un peu plus calme parce qu'en fait on a découvert un des visages de la moto ce matin, on aimerait découvrir l'autre et donc on va rouler un peu plus cool, à un rythme en fait, un rythme balade, un peu soutenu quand même, je vous assure, parce qu'il ne parvient pas à vraiment couper. Mais c'était beaucoup plus intéressant parce que finalement on s'est mis en 6e, je rappelle que ce n'est qu'un 660 cm3, mais on est sur un 3 cylindres, en 6e sur les petites routes en Algarve, et bien en fait on enquille et ça suit. L'idéal, c'est d'être sur la 4e vitesse et là, vous n'avez aucun problème de reprise. La moto est très volontaire, elle monte très vite dans les tours. Je suis relativement enthousiasmé parce qu'en fait, voilà une moto qui, à la base, fait, je le répète, 9 195 €, sur laquelle on peut mettre un ensemble de valises latérales, un top case,
On peut mettre des protèges mains au niveau du guidon. Le pare-brise est réglable en plusieurs positions. Que reste-t-il aux grandes? Alors peut-être que finalement cette 850 que j'avais trouvé sensationnelle et que je trouve toujours en fait sensationnelle est peut-être un peu le cul de chaise parce que elle fait 85 chevaux, la 850, ici on était 81 avec 209 kg. Ça, c'est à mon avis une moto qui va faire beaucoup parler d'elle pendant l'année 2022. Elle vient évidemment se poser en pleine concurrente à la MT-07, en version Tourer évidemment, et également à la nouvelle Kawasaki Versys 650. Il sera très intéressant de comparer ces trois motos, mais je crois qu'en caractère moteur, on va être un cran au-dessus sur cette Triumph. Triumph reste fidèle en fait à sa ligne directrice, qui est en fait la finition, une moto sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Et sincèrement, ici on se retrouve sur une moto qui est belle à regarder sous tous les angles. Vous pouvez faire le tour de cette moto, tout est à sa place, rien ne dépasse, les pièces sont belles, la moto est bien finie et on est à 9 000 €. On a un prix qui va vous réconcilier avec la moto, qui vous permettra de faire du trajet quotidien, d'emmener votre compagne parce que la selle est moelleuse, largement dimensionnée avec ici de belles poignées de maintien. Et une fois équipée de sa bagagerie, c'est une moto qui est capable de vous emmener sincèrement très loin. Donc cette Triumph va être dans le trio des mid-size 2022, j'en suis certain. Dès qu'elle sera disponible chez votre concessionnaire, allez la voir, allez demander pour faire un essai. Vous allez être étonné de la manière dont cette moto fonctionne et surtout sa polyvalence. J'ai vraiment bien aimé. Je vais retourner faire un petit galop d'essai de cette machine. Il nous reste 1 heure de route pour rentrer à l'hôtel. On va donc encore un peu profiter de cette magnifique moto sous un ciel qui, j'espère, ne va pas se couvrir plus et qui va nous garantir un temps sec jusque l'hôtel. Allez, à la prochaine. Hot Motorbike, votre concessionnaire agréé Triumph en région liégeoise. Chez Hot Motorbike, nous vous réservons un accueil chaleureux et personnalisé. Tous nos modèles sont disponibles à l'essai. Découvrez notre large stock de motos neuves, ainsi que nos nombreux accessoires et vêtements. Tous nos techniciens sont certifiés Triumph. Venez essayer votre nouvelle moto chez Hot Motorbike à Theux. Notre équipe est à votre écoute. Retrouvez votre concession Hot Motorbike, idéalement située entre Sprimont et Spa ou sur hotmotorbike.be. Bon voilà, avec Marco, on a vu un petit peu comment cette concession fonctionne, mais cette concession, elle a une longue histoire et pour en parler, on va faire appel à celui qui a la mémoire de cette concession. Giorgio, bonjour. Bonjour. Quand cette aventure a-t-elle commencé? L'année était de 1991. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette marque grâce à une lettre que j'ai reçue d'un ami à moi qui travaillait en Ouganda et qui savait que j'aimais les choses anciennes. Il m'envoie cette lettre, qu'il y avait une photocopie d'un article apparu sur un magazine italien à propos des Royal Enfield. Okay. Et donc, tout de suite, j'ai vu la possibilité de continuer
à les regarder en allant chez moi. Je suis allé en Italie et je suis revenu avec 6 motos, avec l'intention de les vendre. Des 350? Des 350 à l'époque. Et alors, une fois arrivé en Belgique, j'ai essayé de les homologuer. Et j'ai découvert que les motos étaient déjà homologuées. Il y avait un importateur au Luxembourg. D'accord. Je suis allé voir l'importateur au Luxembourg. Et avec lui, on a commencé, mais il n'était pas fort intéressé. Et quand les Indiens sont venus nous visiter, ils ont vu que moi j'étais sérieux. Et ils m'ont proposé de continuer moi-même l'importation des motos. D'accord. Et c'est ça que j'ai fait donc depuis 1991. Et en fait, il y avait d'autres marques? Le garage était partagé avec d'autres marques? À l'année 2000, j'ai commencé avec des Guzzi. D'accord. C'est terminé en 2005. Ça, c'était un petit manque d'Italie? Oui, c'est ça, oui. En étant italien, pour moi, il existe 2 marques de motos, la Enfield et la Guzzi. Et je l'ai fait pendant 5 ans. Et après, je me suis concentré sur les Enfield. J'ai fait aussi des Niepce. Ah oui. Mais très peu, très peu. Il n'était pas le style de moto que j'aimais. Et Oui, donc, parce que c'était déjà très compliqué de les avoir. Et puis, bon, la finition et la fiabilité, oui, c'était un peu difficile. N'était pas ça. Ouais. Et donc, j'ai continué avec les Enfield en sachant que si la marque grandissait en Belgique, je grandissais avec. Oui. Et donc, j'ai voulu... C'était pas toujours facile, Bien dire sûr. la vérité. Mais ma femme et moi, on a tenu dur dans les petits magasins ici. Et finalement, on est arrivé, après 30 ans, encore À quelque là. chose. Ah oui, Ouais. bien, tout à fait. Mais là, maintenant, vous avez passé la main à Marco, Oui, mais vous venez encore ici, chaque jour. chaque jour, oui. Non pas pour contrôler, mais parce que je ne peux pas rester loin Bien sûr, des motos. bien sûr. Oui. Bon, on reste évidemment chez Royal Enfield. On va parler d'un sujet qui est un sujet trial. Et le trial, en fait, chez Royal Enfield, c'est aussi une longue histoire, puisque dans les années 50-60, il y avait des pilotes qui roulaient avec des Royal Enfield et qui s'illustraient au 6 jours en Écosse. Donc, pour l'occasion, Royal Enfield, il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, ont fait une petite série spéciale qu'ils ont appelée Trial, qui n'était pas vraiment des motos trial. On va les découvrir, des vrais trialistes. On va s'intéresser un peu au choc des générations. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe pour le moment un peu partout dans le monde avec une sorte de passation de pouvoir. On va rencontrer un ancien champion et un nouveau champion. C'est le choc des cultures. Nous partons à Bilstein. Nicolas, bonjour. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très bien, merci. Ce Denis Moqueur, c'est plutôt élogieux. Tu es un peu le Tony Bou belge. 12 titres de champion de Belgique, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que 12 titres, c'est pas mal. Ça montre une belle régularité. Maintenant, de comparaison avec Tony Bou, je veux dire, il n'y a que la marque de la moto, si on peut dire, parce que ces pilotes évoluent dans une autre dimension. Ils sont à un niveau incroyable. Donc, ça, c'est sûr et certain. Ton histoire a commencé comment? Alors, mon histoire a commencé, j'ai eu ma première moto à 4 ans, une petite SEM 50 que mon papa m'a achetée. Donc j'ai commencé à rouler avec lui dans les champs, dans les chemins. Après j'ai des petites XR 75, ce style de moto, jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et à partir de 12 ans, là j'ai eu, je crois, une de mes premières trials. C'était, je crois que c'était un K de Fantic 50 avec un moteur d'Honda 110 4 temps. D'accord. Donc là j'ai appris, j'ai adoré le 4 temps tout de suite. Après j'ai eu une TLM 50 Honda, je pense, puis d'autres 50, des Beta et tout ça.
une fois que je suis arrivé vers l'âge de 14-15 ans, j'ai voulu faire un peu d'enduro parce que je me dis le trial ça va pas assez vite, donc je me dis pourquoi pas me lancer un peu là-dedans. Ouais. Donc j'ai fait 4 ans d'enduro, une année en junior, 3 années en inter. Et puis j'ai un peu fait un petit break pendant 4 ans pour faire mes études. Et une fois arrivé en 98, je me suis dit là je vais reprendre la compétition, mais en trial qui était quand même toujours ma passion numéro 1. Ouais. Et là je me suis relancé en championnat de Belgique en junior, 98, et puis j'ai eu mon premier titre en 99 en junior. Sur quelle moto? Alors en 99, c'était déjà sur une Montesa 315 de temps. D'accord. Toujours une moto que j'aime bien parce qu'elle était très stable et fiable. Bien, toutes les motos et leurs avantages et leurs Et inconvénients. puis tu es revenu au 4 temps. Et puis je suis revenu en 2005 au 4 temps quand Honda a lancé la 4RT. Donc Oui. comme je disais, je suis un peu un grand fan des Honda parce que j'étais fan de la famille Lejeune à l'époque. Oui, bien sûr. Eddie Lejeune et tout ça, qui était un pilote très propre. Qui ça était sur m'impressionnait Honda, vraiment, qui était sur évidemment. Honda à l'époque, Ouais, bien sûr. qui était champion du monde 3 fois, on peut le rappeler. Et voilà, j'ai attrapé la passion pour les Honda à ce moment-là. Donc 2005, 4 ans sur Montesa, et là, ici en 2022, je suis toujours sur une Montesa moteur 4 D'accord. ans, le 4RT. Alors bon, en fait, forcément, les années évoluent. Tu trouves que ta technique évolue encore? Alors, c'est quand même bizarre, bien que l'âge avance, hein, on arrive dans les vieux, mais le fait de rouler quand même tout le temps, de ne pas arrêter, nous permet quand même d'apprendre des nouvelles techniques qui sont un peu plus aériennes que dans les années, le début des années 2000 et tout, bien que les pilotes de top niveau roulaient déjà très sur la roue arrière et tout. On va voir les autres rouler, même les meilleurs, je veux dire, on essaie d'imiter un peu leur technique, et c'est vrai qu'on parvient encore à évoluer et à modifier notre type de pilotage, parce que les obstacles nous y obligent aussi, Ouais. et les motos évoluent aussi et nous permettent de faire certaines choses qu'on ne savait pas faire dans les années 90 par exemple. Oui, tout à Donc, fait. donc voilà, absolument. oui, on essaye encore d'évoluer, et on évolue quand même encore moins que quand on est jeune évidemment, mais on évolue quand même encore un petit peu, quoi. Bon, il est certain que forcément les technologies évoluent. Il est certain aussi que le monde de la moto évolue, le monde général évolue. On a là derrière nous une moto qui ne fait pas de bruit pendant qu'on discute tous les deux, qui est une moto électrique. On en reparlera un peu plus en détail plus tard. Je vois que tu gardes la ligne. Est-ce que pour rester à ce niveau, tu as un entraînement quand même physique un peu spécifique? Eh ben, c'est vrai que je suis quand même assez strict avec moi-même pendant toute l'année en général. Je ne le cache pas, je suis un bon mangeur, j'aime bien manger des bons spaghettis, un bon steak et tout, mais à côté de ça, je ne mange pas des crasses en repas. Je fais quand même pas mal de VTT en dehors du trial et tout. J'essaie de faire quand même un peu de physique et tout. Et c'est primordial pour garder la ligne et garder la condition physique qui permet d'être bien sur la moto, ça c'est clair, quoi. Je voudrais avoir ton avis sur l'évolution du trial en fait, parce que quand on voit le trial GP, en fait, on a un peu l'impression que les zones sont tracées pour les 5 premiers et puis qu'après c'est un peu galère, quoi. C'est un peu compliqué, il y a une telle différence de niveau. Ouais, ça c'est un peu le grand problème, c'est que comme tu dis, les 5 premiers sont à un tel niveau que les organisateurs sont obligés de tracer des trials sélectifs et durs pour les départager eux. Ouais. Parce que s'ils traçaient entre le 5e ou entre le 6e et le 20e, je vais dire, les 5 premiers termineraient peut-être avec 0 points ou 2-3 points. Donc c'est sûr que voilà, c'est un peu dommage, et ça permet, l'inconvénient là-dedans, c'est que ça limite le nombre de participants en trial GP. C'est tellement, je veux dire, des zones quasi infranchissables pour le pilote, le tout bon pilote, mais le pilote moyen au niveau GP, que ça limite le nombre de participants. Maintenant, il y a le trial 2 qui permet d'être un cran au-dessus, l'antichambre qui est déjà un niveau Oui, tout à fait. Mais il y a quand même un décalage par rapport… en fait, le trial est finalement la discipline où on peut s'acheter une moto qui est pratiquement une moto d'usine, ou en tout cas avec laquelle on pourrait concourir en trial GP. Tout à fait. Mais il y a un fossé énorme entre la capacité moyenne des pilotes et la capacité des motos. Ouais. Alors moi, tu sais que je roule un petit peu, mais moi je roule en ancienne à un tout petit niveau. Et finalement, je me demande même s'il n'y a pas plus de licenciés en ancienne maintenant qu'en moderne, parce que finalement l'accès au bon pilotage d'une moderne devient un peu compliqué, quoi. Oui, c'est vrai que les motos deviennent vraiment, ont un niveau de technicité vraiment incroyable, ont vraiment évolué. Et ça fait peut-être un peu peur aux pilotes moyens qui ont envie de se faire plaisir et tout. Et c'est vrai que le fait de créer des championnats de motos anciennes et tout, ça procure, je veux dire, autant de plaisir, je veux dire, quand championnat de Belgique moderne et tout.
Et ça, je veux dire, même si on sort la moto 2-3 fois par an, la moto ancienne, je veux dire, on se fait du plaisir et il y a pas mal de pilotes qui y reviennent. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça, Ce sera peut-être ton cas à un moment donné. Mais j'en ai une et j'adorerais, j'ai pas encore fait de trial en moto ancienne, mais j'aimerais vraiment le faire dans les années à venir et notamment faire une classique, peut-être le Ventoux classique. Écoute, nous on l'a fait cette année, voilà, c'est fantastique. C'est dans les projets et donc voilà, j'ai une moto qui est dans la cave qui n'attend que ça. Donc, bon, tu vois cette moto électrique qui évolue derrière nous. Toi, tu es sur quelque chose de très classique. Tu as déjà essayé ce genre de moto? J'ai pas encore essayé, mais je ne demande qu'à le faire et D'accord. ça m'impressionne de voir les capacités de franchissement de cette moto et je pense que c'est très proche des moteurs thermiques, des motos que l'on a. Donc, Ouais, ça c'est ton idée première. c'est mon idée première. Ouais. Ok. Je suis impatient d'essayer. D'accord, vraiment. Ouais, ok. ouais. On va essayer? On va essayer. Ouais. On y va. Bon, première impression. Ben, écoute, je suis bluffé Thierry, franchement, C'est vrai je ne m'attendais pas à ça, franchement. Je pensais que le problème qu'il allait avoir, c'était au niveau de l'embrayage et au niveau de la réactivité par rapport à une moto comme la mienne classique thermique. Mais on se rend compte qu'avec les dernières évolutions de ces motos, ça permet vraiment de doser les gaz et de donner un coup d'embrayage pour passer un obstacle, comme avec ma moto quasi. Donc il faut vraiment, je me rends compte, il faut vraiment rouler tout doux et vraiment de manière souple pour utiliser vraiment et développer les capacités de cette moto. Mais une fois qu'on a compris le feeling et tout, et du fait qu'il y ait cet embrayage maintenant qui est vraiment au point, Vachement efficace. Ah, c'est efficace, c'est franchement... Par contre, vraiment... les watts, ça arrive vite. Hein. Ah, dès qu'on met, ça vient, ça c'est clair. Hein. Ouais. Donc il faut vraiment une petite adaptation, s'habituer un petit peu. Mais dès qu'on a pigé le système, franchement... C'est pour toi un peu l'avenir du trial? Alors l'avenir, je ne dis pas, parce que bon, je veux dire, je suis un peu ancienne école et je veux dire, moi je suis vraiment très moteur thermique et tout. Maintenant, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Un peu comme les voitures électriques à l'heure actuelle, c'est complémentaire, on ne peut pas faire sans, je veux dire, pour les villes et tout, c'est très bien. La moto électrique, je pense que ça peut se mélanger en championnat avec les motos thermiques et tout, mais pour moi c'est complémentaire, c'est un autre fun et tout, ça apporte, je vais dire, du plaisir qu'on n'a pas avec les thermiques et inversement aussi. L'avenir, je ne sais pas si on sera obligé un jour de dire stop au thermique. Ouais, peut-être, oui. Mais moi, en tant qu'ancien pilote, entre guillemets, c'est sûr que moi, me passer du thermique, je pense que ça va être difficile. Ouais. Maintenant, passer à l'électrique de manière complémentaire, une fois faire une compétition en électrique une autre, pourquoi pas. Et là, je pense que ça peut vraiment être sympa. Ce qui est assez exceptionnel, c'est la polyvalence de ces motos, parce qu'en fonction du mapping choisi, on peut évoluer avec un petit niveau. Exactement. Et puis pratiquement arriver à un niveau européen au moins, en tout cas au mondial. Quoi. Certainement, donc, ça a déjà été démontré par les pilotes. Vraiment. Oui, tout à fait. Quoi. Donc voilà, donc expérience assez enrichissante. Vraiment étonné, franchement. Vraiment une toute bonne machine, vraiment. Ouais. Bon, écoute, on va accueillir le petit junior, ce qui sera probablement la relève dans les années futures. On va voir Florent Morin qui va nous rejoindre. Ouais. Bon, Nicolas, voilà la relève. Oui, tout à fait. Bonjour Florent. Bonjour Thierry, bonjour Nicolas. Ça va? On t'a vu évoluer un petit peu avec cette Electric Motion, cette moto full électrique. Pour toi, c'est ta vision du trial?
Oui, parce que j'ai jamais roulé avec autre chose que des motos électriques. Ouais. Du coup, pour moi, C'est ça et rien d'autre. Ouais, parce que quand je roule avec quelque chose d'autre, alors je suis un peu perdu. Donc pour moi, ouais, c'est ça et rien d'autre. Florent, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'en fait, tu viens d'effectuer ta première saison en compétition. Ouais. Ça a été assez éblouissant parce que moi, je te connais depuis quelques années en pratiquant un petit peu. Je connais ton papa et je t'ai vu évoluer. Et puis d'un coup, il y a eu une sorte de métamorphose. Tu as gagné toutes tes courses. Oui, sauf la dernière à Mons, où D'accord. malheureusement j'ai fini 4e, mais bon, Oui. c'est pas... Ce qui te vaut quand même ton premier titre de champion de Belgique. Ouais. On est à 1, on est à 12. Les années vont passer pour tout le monde. Moi, j'espère que tu seras le renouveau, évidemment, du trial belge dans un premier temps et pourquoi pas après, de manière internationale. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un jeune qui débute comme lui ? Ce que je lui conseille, c'est, comme j'ai déjà pu le voir rouler cette année, c'est que je trouve qu'il est très concentré et il est à 100% dans le sport. C'est-à-dire que quand il est sur la moto, on voit vraiment qu'il prend du plaisir à rouler. Et ça, c'est vraiment la base. Il doit garder un plaisir sur la moto. Il ne doit pas vouloir monter trop vite de catégorie en se disant là, je veux percer très vite. Et là, on risque d'être dégoûté en se disant là, je m'en prends sur la tronche et c'est pas bon pour moi et ça va pas aller. Donc, je conseille vraiment de garder du plaisir. Rouler très propre, comme je le vois rouler. Pour moi, c'est un pilote pour les jeunes, c'est les jeunes qui sont plus violents, qui veulent trop rouler de manière, moderne sur la roue arrière et tout. Et ça vient au fil des années. Donc je pense qu'il ne va pas brûler les étapes, vraiment évoluer niveau par niveau. Et je pense qu'il pourra arriver vraiment à de très belles choses dans les années à venir s'il continue comme ça de manière sérieuse. Il a déjà pour toi un bon sens de la trajectoire ? Moi je trouve, parce que j'ai vu le faire vraiment pour une première saison au trial, il m'a vraiment étonné et je l'ai vu évoluer depuis le premier trial qu'il a fait. Petites erreurs qu'il pouvait commettre comme tout pilote fait et comme je fais aussi et qu'il ne commettait plus du fait qu'il était beaucoup mieux concentré, des meilleures trajectoires, bien positionné sur la moto et tout et ça joue énormément. Bien sûr, évidemment. bien sûr. Donc, voilà. Florent, tu roules toutes les semaines ? Normalement oui, Ouais. Une fois par semaine le mercredi ici à Bilstad, D'accord, à part exception, mais bon, sinon ouais, toutes les semaines. d'accord. Quelle est ta vision du futur pour toi en compétition ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Moi j'aimerais bien être bon, comme tout pilote de mon âge, mais Ça, c'est déjà pratiquement fait. encore meilleur, ça sera encore mieux. Mais on verra, hein, l'avenir nous le dira. Ouais. Je vais essayer de m'entraîner et d'évoluer, mais comme il a dit, sans trop me presser, sans rester concentré et sans brûler les étapes. Ouais. Est-ce que chaque fois que tu montes sur ta moto, il y a du plaisir ? Oui. Parce que ça, je crois que c'est quand même le primordial. plus important. C'est le primordial, vraiment. C'est d'être Ouais. content de monter sur sa moto et que même si on fait des zones qui sont difficiles, même si on tombe, mais le plaisir reste là. Tu as toujours envie de rouler en fait. Ouais, parce que parfois la semaine a été un peu compliquée avec l'école et tout, et du coup le mercredi, je me dis cool, l'après-midi je vais m'entraîner, je vais un petit peu me libérer, je vais faire ce que j'aime et je C'est m'amuse. une sorte de soupape, ce qui est un mauvais jeu de mots avec une moto électrique. évidemment. Exactement. On a passé un bon moment à vous voir évoluer, on va encore vous regarder rouler un peu. Il fait froid aujourd'hui, le sol est un peu gelé, c'est un peu compliqué, ça glisse, c'est pas évident, les pneus sont froids, les suspensions sont dures, donc c'est un peu plus délicat aujourd'hui, mais on voit quand même tout de suite les potentiels. Moi je vous regarde évoluer et je me dis bon sang, ouais, ça roule quand même quoi. Évidemment avec ma petite TLR 200 et mon niveau, je me dis waouh. Mais à la différence d'un championnat du monde ou d'un trial indoor au niveau championnat du monde, en fait ça ne me donne aucune envie quand je regarde ça. Je trouve ça spectaculaire, je trouve ça hallucinant. Que le niveau ici dans lequel on évolue, je me dis waouh. Allez, peut-être avec un peu de bons conseils et pas mal d'entraînement, je pourrais arriver à faire certaines choses. Maintenant, je sais très bien que le temps ne va pas jouer en ma faveur. Moi non plus, Thierry. Qu'à un moment donné, ça ne va plus le faire. Mais bon, le principal dénominateur commun qu'on a tous, je crois que c'est le plaisir. Vraiment, Ouais. c'est vraiment le mot-clé. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, moi je vous souhaite à tous les deux une saison 2022 exceptionnelle. Merci. Je suppose que j'aurai l'occasion de venir vous voir sur l'une ou l'autre épreuve. On aura l'occasion de se reparler pendant la saison, de voir comment vous évoluez en fonction de vos classements et des résultats. Et je vous souhaite encore de nombreux titres à tous les deux. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Merci à de m'avoir toi. consacré Merci, un peu de Thierry. temps. On va encore vous regarder un peu rouler. Merci. Avec plaisir. Merci Thierry. Merci.
Marco, quand on consacre sa vie à la moto classique, j'aimerais avoir ton regard sur la mobilité et la moto électrique. Oui. C'est pas un mauvais regard que j'ai, c'est un regard un peu incertain. J'y vois une réelle utilité. Et Tu y vois une utilité urbaine? Ben oui, voilà. C'était la fin de ma phrase. Pardon. Parce que, et étonnamment, c'est là où je voulais en venir, je l'ai découverte à Cuba, où énormément de scooters électriques roulent, parce que là-bas, ils n'ont pas d'autre choix, l'essence étant rare. Et donc, je n'y vois à l'heure actuelle qu'une raison urbaine et surtout une solution et un besoin en fait urbain. C'est peut-être parce que moi j'ai grandi au milieu des carbus et des vis platinées que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aujourd'hui faire un changement aussi radical. Je n'en suis pas à dire que c'est l'avenir puisque je sais ce qu'il en coûte de produire de l'électricité, donc c'est pas non plus aussi concret que ça en a l'air à mon sens. Voilà mon regard. Mais Royal Enfield a quand même dévoilé il y a quelques temps un projet, soyons clairs, c'est un projet de moto électrique. Et oui, et à juste titre, ce serait, quand on voit le nuage de pollution qui est au-dessus de Delhi, quelque chose d'intéressant. Mais là aussi, de nouveau, avant de faire passer le parc à l'électrique, on a du mal à imaginer à Bruxelles. Alors à New Delhi, oui. Je pense que toute marque se doit d'aujourd'hui y penser et montrer qu'ils y pensent surtout. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais il est certain que la mobilité urbaine nous concerne tous. On est à Waterloo, donc on n'est pas très loin de Bruxelles. Tu es encore plus concerné qu'un Liégeois comme moi, qui vit à la porte des Ardennes. Et donc, il est sûr qu'un jour ou l'autre, on va devoir prendre des décisions à ce niveau-là. Je trouve qu'on ne prend pas la bonne direction, mais ça, c'est mon avis. Sans parler de l'exploitation des ressources et du recyclage de ces véhicules-là, c'est vrai que l'utilisation pure est en effet très écologique. Je ne trouve pas que le reste le soit. Dans l'enduro et le motocross, j'y vois aussi une grande utilité. Oui, tout à fait. J'ai déjà fait quelques sujets. Les trials s'améliorent motion. Oui, bien sûr. Je viens d'essayer en fait la vision de BMW sur la mobilité urbaine électrique avec leur nouveau concept de scooter, le CE04. Très particulier au niveau design, on est dans un film, on pourrait le mettre dans un Star Wars pratiquement. Très étonnant, on part à Barcelone pour un essai électrique et ensoleillé. Le futur est-il vraiment en marche chez BMW? Je crois que je peux vous répondre oui. Je suis ici à Barcelone, je suis en train de faire l'essai du CE04. Alors, qu'est-ce que cette machine va apporter dans le paysage urbain? En fait, j'emploie bien le terme urbain parce que c'est un véhicule qui est destiné évidemment à la mobilité urbaine. Alors BMW a tenté de repenser complètement le concept du scooter. Alors l'appellation C, ça a toujours été la dénomination des scooters électriques, le E évidemment, et le 04 pourquoi? Parce qu'en fait BMW veut donner la sensation de conduite de l'équivalent d'un 400 cm3. Alors on a complètement repensé le modèle, parce qu'en fait on s'est dit, tiens, réfléchissons un peu, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'avoir un coffre dans lequel on peut mettre un casque ou un ordinateur portable pour se déplacer vers le boulot. On a besoin d'une selle large à la limite pour pouvoir attacher un sac de sport derrière. Et en fait, sur les scooters avec des moteurs thermiques, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a le moteur, de l'autre côté, on a un échappement, ce qui fait qu'on a un arrière toujours très proéminent. Ici, on a fait l'inverse, on a dégagé, on a affiné l'arrière pour avoir une possibilité de mobilité supplémentaire quand nous sommes entre les voitures, dans les interfiles, et pour pouvoir se faufiler plus facilement. Impression de conduite, on est ici avec la possibilité d'avoir 4 modes de conduite en allant de l'éco
au rain, au road et au dynamique. Alors, le dynamique, effectivement, ça devient assez sportif, mais moi j'ai roulé pratiquement en éco toute la journée et sincèrement en ville c'est largement suffisant. Les accélérations, on laisse tout le monde sur place, que ce soit des scooters, que ce soit les autos, vous êtes devant et en fait on annonce une centaine de kilomètres d'autonomie. Et on a roulé une demi-journée ici et on est en fait à la moitié de l'autonomie. On a fait 50-60 km, donc je crois qu'à ce niveau-là, ça tient ses promesses. On est avec un design et une recherche très particulière. On est vraiment sur un objet, on est dans le 3e millénaire, on est dans le futur. Alors, est-ce que la mobilité électrique a un sens? Sans rentrer dans la polémique, évidemment, de la production de tels véhicules ainsi que du recyclage de ce type de véhicule, on peut parler d'utilisation écologique, ok. On peut parler d'utilisation propre, ok. Et on peut aussi parler d'un confort de conduite et d'un confort d'utilisation qui est vraiment accessible à tous. La moto, le scooter est bas de selle, donc il sera accessible à tout le monde. Pas de vibration, pas de bruit. Très confortable en fait, les suspensions absorbent bien les inégalités de la route. On pourrait le juger très long avec un empattement qui pourrait lui donner un peu d'embonpoint, pas du tout. C'est un véhicule agile qui vous permet en fait de vous faufiler dans la circulation de manière totalement fluide. Alors moi j'ai passé du bon temps ici sur ce véhicule, on a pris un peu de lumière et ça fait franchement du bien, mais la vraie finalité c'est de se dire est-ce que ce véhicule a sa place? Et en fait, chez BMW, ils l'ont pensé. Ils l'ont pensé de manière uniquement urbaine. Et là, ma réponse est oui. Ma réponse est oui, ce véhicule a sa place. Ce véhicule a sa place en ville, il a son utilité et il a beaucoup d'agréments de conduite. Alors, la recherche, les matériaux utilisés, le design, le développement, évidemment, tout ça a un prix. On est à 12 250 €. Vous allez me dire, pour un scooter, c'est pas mal. Pour un scooter urbain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres scooters qui arrivent dans cette gamme de prix, mais ce sont des scooters qui sont plus polyvalents, qui proposent une autonomie avec leur moteur thermique qui est évidemment plus longue. Ici, rappelons-le, utilisation urbaine, je suis 100% pour, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne suis pas un fervent du tout électrique, mais il faut avouer qu'ici, en ville, à Barcelone ou ailleurs, ce véhicule a sa place et personnellement, je lui trouve une sacrée gueule. Il est muni évidemment d'un tas d'options, vous mettez votre téléphone, il se recharge automatiquement, vous avez la possibilité d'avoir un GPS, tout ça est d'origine, il y a une marche arrière quand vous êtes un peu embarqué sur une rue en pente pour le sortir. Tout ça est fort bien conçu, tout ça est fort bien fait. Évidemment, on est chez BMW, donc il y a des options qui sont adaptables sur ce véhicule. Allez faire un tour sur le site de chez BMW Motorrad, vous ne serez pas déçus. Et quand ce véhicule sera en concession, c'est une belle curiosité de se dire un jour, je vais aller essayer ce genre de véhicule parce que si vous êtes urbain, si vous habitez la ville, si vous avez du déplacement régulier en ville, voilà un engin qui pourrait vous ravir. Donc voilà pour la mobilité électrique. Marco, l'histoire de la moto, elle a toujours eu ses héros, ses légendes, ses icônes. Pour toi, ta génération qui n'est pas la mienne, tes pilotes, un peu de référence, c'est qui? Ben, les mêmes que toi, puisque c'est avec ta génération que j'ai grandi. Autour de moi, il y avait des motards de ta trempe, on va dire. Et donc oui, les noms que j'ai eus à l'oreille en premier étaient Agostini, étaient Finnerid, étaient tout cela. Et puis un peu plus tard, des Fogarty et tout.
Mais mon premier contact avec le monde des compétitions était par le biais de l'activité du garage pour lequel j'ai travaillé tout un moment. Et c'était du temps de la Boxer Cup avec Stéphane Mertens qui roulait pour le garage en question. Ça a quand même 30 ans. Hein. Oui, en effet. Oui. Et oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis dedans quand même. Et les possibilités qu'on avait à l'époque avec notre patron qui nous prêtait sa camionnette et dans laquelle on jetait des matelas pour aller faire des endurances, encore du temps de, je ne sais même plus le nom des championnats. Mais c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans, sans être un passionné de course moto depuis la naissance, quoi. Oui, mais t'as mis ton cuir, t'as roulé sur piste, oui, t'as mis de la graisse sur tes mains. Voilà, j'ai la fibre de compétition, elle est en moi parce que j'ai fait beaucoup d'endurance et je me suis retrouvé à essayer de combattre des ficelles, des sneakers, mais depuis l'atelier, depuis le box, quoi, avec Olivier Deporter, que tu connais bien, qui conduisait ce guidon. On a parlé de main dans l'huile, de main dans la graisse. Forcément, dans une concession comme ceci, il y a une partie atelier. Bah oui. Dans laquelle tu n'es pas seul. Non. Tu ne fais pas que de l'entretien Royal Enfield là. Non, tout est lié avec ce que je viens de dire. J'ai adoré le monde des compétitions, j'ai toujours essayé de m'en rapprocher. Je suis parti en Italie apprendre à travailler sur les Ducati auprès d'un petit atelier sur pied depuis aussi presque 40 ans dans un quartier de Rome avec Luciano Gentili, je me dois de le citer. Et ça n'a fait que me rapprocher de mon rêve d'un jour avoir une Ducati depuis que je me suis fait dépasser sur ma MBK 41 Paris 996. Et donc oui, tout ça a amené les Ducati à l'atelier. Ça va principalement être des anciennes jusqu'aux générations des premiers scramblers, on va dire des deuxièmes scramblers plutôt. Mais voilà, donc les anciennes. L'esprit des anciennes que j'ai appris avec Enfield en commençant par ces vieux moulins reste quand même encore. Mais ça allait être un peu la suite de ça, c'était qu'en fait, là maintenant, de toute façon, on se heurte à l'électronique. Et à un moment donné, il y a des équipements peut-être qui ne sont réservés peut-être qu'aux concessionnaires ou qui ont un prix vraiment plus conséquent. Voilà, c'est surtout ça. Donc il faut en avoir l'utilité. Et on s'est équipé tout de suite pour pouvoir répondre jusqu'aux motos des années 2015. Mais voilà, à un moment donné, il y a le temps aussi qu'on a à consacrer à cette activité qui est court. Ouais. On a commencé cette conversation en parlant de héros, en parlant de légendes. On va partager, Marco, un moment exceptionnel qui a été organisé par un autre concessionnaire passionné, c'est Motorenga à la Louvière. Nicolas Renga, en fait, anime cette concession. Dans cette concession, on y vend des MV Agusta, entre autres. D'accord ? MV Agusta a fait une série spéciale de 311 exemplaires destinée à la légende de la moto qui est Giacomo Agostini. Pourquoi 311 ? Parce qu'en fait, c'est le nombre de victoires en course que Giacomo a accumulé. Et en fait, Motorenga a vendu un exemplaire à un de ses clients. D'accord ? Et cet exemplaire est la 123 sur 211. Alors 123, c'est exceptionnel. Tout le monde se battait pour avoir cette moto, parce qu'en fait, c'est le nombre de victoires en Grand Prix d'Agostini. On a eu la joie de le rencontrer au moment où il a remis les clés à cet heureux propriétaire. Donc c'est quand même un moment exceptionnel. Tu te payes une série spéciale Ago et c'est Ago qui te remet les clés, qui signe la selle. C'est fabuleux. Et Ago nous a accordé une interview avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion. On part avec ce grand champion. Un giorno ho sognato mio padre che mi diceva: non correre Mino, ma a me piaceva il vento che ti viene incontro. La strada che passa veloce sotto le ruote. Ho imparato che l'oceano è solo un lago più grande. Ho imparato cosa vuol dire stare davanti, fare le cose che gli altri non sanno fare.
non per avere sulla carena il numero 1, ma per fare un mestiere che io chiamo amore. Anche se ti può tradire e che se ferisci si può vendicare. Perché con una moto bisogna dare e avere. Forse sono sempre quel bambino. Forse non ho mai smesso di sognare. « 15 titres de champion du monde, 123 victoires en Grand Prix, 10 victoires au TT sur l'île de Man. La liste peut être très longue. Giacomo Agostini, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés, évidemment, d'avoir parmi nous ici une légende comme vous. Nous sommes chez Motorenga, à La Louvière, qui est concessionnaire MV. On va y revenir plus tard, parce qu'il y a une moto qui a été dédiée à votre carrière, et on la verra en image un peu plus tard. Une très belle moto. Une très belle moto. Cette moto, évidemment, est un peu le résumé de votre carrière, puisqu'il y a 311 exemplaires, et ça résume vos 311 victoires. 11 victoires, oui. Voilà. Ah, vous connaissez tout, hein? Bien, ah, je me suis un peu renseigné. Bravo. Voilà, je me suis un peu renseigné. On a cette année, enfin plutôt en 2021, vécu quelque chose d'assez fort en MotoGP. Je sais que vous suivez le MotoGP avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Une autre légende, évidemment, c'est Valentino Rossi, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est un moment très difficile, je crois, dans la vie d'un pilote, et vous l'avez vécu. Ah oui, c'est un moment très difficile parce que nous on fait ça avec l'amour. Bien sûr. J'étais amoureuse de la moto et quand il arrive le moment qu'il faut dire stop. Stop, c'est très dur. Ouais. Je me souviens que je pensais beaucoup avant. Quand je me suis arrêté, je pensais beaucoup avant. Et quand j'ai décidé, j'ai pleuré pour 3 jours. Parce que c'est une chose que je suis né avec la moto. Ouais. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de la moto. Et quand tu es encore jeune, tu laisses ton amour. Et tu sais qu'il n'arrive plus, ça. Ouais, Ça, bien sûr. Tu peux avoir des autres amours, mais pas, mais pas comme ça. Pas comme ça, la passion. Et surtout parce que j'ai eu de la moto, j'ai eu beaucoup. Parce que c'était mon dream, mon réveil. Oui, réveil, votre rêve. Votre rêve. Mon rêve, et quand j'ai commencé, j'ai dit bien, je suis content si je peux participer. Après, j'ai dit, bah, je suis content si je peux gagner. Après, j'ai gagné tout, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, j'ai eu tout dans la moto. Et c'est pour ça que c'est très difficile quand il arrive le jour que tu dis, ouais. Basta, stop. Ouais. Et tous les pilotes ont ce sentiment le jour où on prend le cuir et qu'on le met là, c'est très difficile. Aussi pour Valentino, c'était dur. Bien sûr. C'est très dur, mais il faut comprendre que la vie est comme ça. Tous les sportifs, ils s'arrêtent encore quand ils sont jeunes. Oui, bien sûr. Tu te sens encore jeune et il faut dire basta. Jeune ici, mais le corps parfois. Oui. Vous aviez quel âge quand vous avez terminé votre carrière? 36. Oui. Et donc, oui, Valentino est allé jusqu'à 42 ans. Oui, donc, c'était quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez du MotoGP actuel? Je sais que vous regardez beaucoup, vous êtes très intéressé. Je suis, je travaille aussi pour la télévision italienne, pour Sky. Et dans un temps, je suis dans le circuit, comme ça. Et je trouve des courses très intéressantes, très excitants. Et ils ont changé beaucoup de choses. Oui, la sécurité, le casque, la combinaison, l'airbag, la piste aussi, le circuit, ils ont changé beaucoup. Comme ça veut dire, le space. L'espace de dégagement. De dégagement. Bien sûr. Tu peux tomber, tu peux recommencer la course. Et à mon temps, c'était difficile. C'était autre chose, hein? Oui, bien sûr. Oui.
les conditions de sécurité n'étaient pas du tout les mêmes. Mais bon, et pourtant, vous étiez déjà à des vitesses incroyables. Ah oui, la première fois que je suis venu ici en Belgique, à Francorchamps, Oui. avec la 500 Via Augusta, la moyenne c'était 208, 210. Je crois que vous avez été le premier à faire une moyenne supérieure à 200 km/h Oui, sur oui. Spa-Francorchamps. C'était plus de 200, Ouais. oui, oui, incroyable. Spa-Francorchamps, vous avez gagné à 8 reprises, si mes souvenirs sont bons. Vous avez gagné 8 fois le GP 500. Vous avez un souvenir particulier à Spa? Oui, Spa, c'était un circuit très émotionnant, hein, très excitant, très difficile, rapide. très rapide, mais très dangereux aussi. Oui, oui, oui. oui. C'est parce que tu passais dans les arbres, les murs, à les maisons, comme ça, c'était... Et puis la météo belge. aussi. Tu peux prendre le départ avec le soleil, après 10 minutes la pluie, et après le soleil encore. Oui, c'était très spécial. Mais c'était bien parce que le circuit, c'était très difficile et quand tu gagnes, c'est un savoir différent. Ouais, bien sûr. Tu passes, j'ai gagné une course très difficile. Exactement. Ouais. Parce que la vitesse ici à Francorchamps, c'était fantastique, c'était incroyable. Et je me souviens, une fois, je gagnais une course, mais je ne savais pas d'avoir gagné parce qu'il pleuvait, Il pleuvait. il pleuvait beaucoup. Et je ne vois rien. Je vois seulement quand je terminais, mais je ne savais pas si j'étais troisième, deuxième ou premier. Après, je me suis rendu compte quand j'ai vu le mécano, je suis arrivé avec le sourire, alors j'ai gagné. Je ne savais pas. Impossible de voir. Et j'avais le sang dans le nez, parce que la pluie, les gouttes de pluie. Oh là là. Ah, ouais. Tu sais, la pluie à 250 km, c'est comme c'est des piqûres. Hein? Des piqûres. Oui. Exactement. C'est comme des piqûres. Oui, avec le casque à l'époque. Oui, le casque ici, l'occhiale, comme ça, les lunettes. Foulard, les lunettes ici. Oui. Ici, il n'avait pas. Pas de protection. Pas de protection. Oui, c'est quand même des souvenirs extraordinaires. Ah oui. Et l'agent, il avait beaucoup de monde à Francorchamps. Oui, bien sûr. Oui. Il commençait le vendredi, arrivait le motard. C'était une fête. Exact. Dans la rue, avec le barbecue, avec. Tu sais, l'agent aussi, il avait la possibilité de voir, de rentrer dans les paddocks. Oui, bien sûr, ce qui est plus possible. Était à côté les pilotes, à côté son pilote, à côté son fan. C'était une atmosphère fantastique. Ça, évidemment, ça n'existe plus de nos jours. Non. Ouais. Je me souviens la soirée dans les paddocks, tout le monde, toutes les écuries, ils faisaient les barbecues avec. Tu sais, c'était une fête, une famille, une grande famille. Exactement, le Continental Circus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et vous pensez encore souvent à ces moments-là? Ah oui, parce que c'était pour moi, dans ma vie, c'est la première chose que j'ai dans la tête. Bien sûr. Et vous parvenez à le partager, en fait, avec maintenant pas mal de gens, puisqu'à Bergamo, vous avez ouvert un musée. Ah oui. Voilà. Oui, je l'appelle salle à trophées, parce que musée, c'est quand... Oui, c'est vrai. Quand tu n'es plus là. Oui, c'est vrai. Alors, des fois, je l'appelle musée, des fois, je dis non, je l'appelle salle à trophées. Oui, j'ai pensé à ça parce que j'avais beaucoup de choses dans une petite chambre, les choses mises une sur l'autre. Et je pensais, quand il m'a demandé des personnes, j'ai dit oui, peut-être j'ai 250 trophées. Et après, je fais la petite salle à trophées. Mais je me suis rendu compte que j'ai 368 trophées, pas 200. Parce que je l'ai mis tout, et j'avais des trophées une sur l'autre. Oui, on oublie. J'ai toutes les choses, c'est petit, mais j'ai toutes les choses originelles. J'ai deux casques originels, les premiers. J'ai les 15 médailles dans un cadre d'or. Je fais dans une feuille d'or, j'ai mis toutes les médailles. Une elle est ici, je la fais voir comme ça. C'est mon souvenir. Ça, c'est d'où il est. Ça, c'est la première. Ça, c'est la médaille de votre premier titre de champion du monde. Elle est sur vous tout le temps. Oui, 1966. 1965. Ça, c'est incroyable. Ah oui.
Alors ça, je tue le 15 dans un cadre. Les combinaisons aussi. J'ai la combinaison que le poivre, c'était 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Ouais. Maintenant, les nouvelles, ils sont 9 kilos. Ah oui, avec l'airbag dedans. La différence, la sécurité, comme ça. Les casques aussi. J'avais le casque à Scodella, c'est-à-dire le petit là. Le bol. Oui. Et maintenant, le casque que j'use maintenant, le modèle, là, oui, ça c'est autre chose. Hein. Oui, jeune AGV, que c'est comme le casque de Valentino. Bien sûr, bien sûr. OK, c'est pas, il ne faut pas tomber, mais quand tu tombes, là, tu es protégé. Bien sûr. Est-ce que quand il y a 300 souvenirs qui sont dans votre salle au trophée, quand vous en prenez un en main, est-ce que vous souvenez de... Oui, j'ai une, quand je rentre, j'ai une à gauche. Hein, c'est un trophée avec mon photo, quand j'avais 13 ans. C'est la prima coppa, le premier trophée. Ah, la toute première. Le premier. Et là, vous vous souvenez toujours du moment? Ah oui. Le moment, parce que quand je suis arrivé dans cette... c'était une course raduno, non? Ce n'était pas une vraie course, mais avec une Moto Guzzi de 150, une grande moto. Et quand je suis arrivé dans la place, je cherchais quelque chose pour mettre les pieds parce que j'étais petite. Oui, alors tu sais, j'ai vu une gendarmerie qui m'a pris. J'avais 13 ans. Incroyable. Il m'a pris, il m'a regardé et il n'a dit rien. À 13 ans avec une moto. 250. Une 205 grammes moto. Incroyable. Alors bon, votre salle au trophée, c'est votre fille qui s'en occupe, je crois? Oui. D'accord. Oui, parce que nous avons fait une... Je restauré. Restaurer une maison. J'ai restauré une maison en Città Alta. Alors mon fils, il a dit bien, papi, qu'est-ce qu'on fait? Je fais un package. Ouais. Il dit bien, les personnes ils viennent, ils restent à dormir dans cette villa avec la piscine, avec tout. Ouais, c'est génial. C'est une belle chose. Et après, c'est la journée avec Ago. Alors je prends ça, ils dorment à la maison, ils viennent voir la salle à trophées, et après nous avons le dîner ensemble, et que les personnes me font des demandes, ils font des photos, et ils me racontent, ils veulent savoir l'histoire, ils me demandent ça. Alors c'est la journée, una giornata avec le champion. Voilà. Avec le champion. Et pendant que nous parlons, s'affiche en bas de l'écran les coordonnées pour pouvoir justement s'inscrire. Ouais. Et venir vous rendre visite. Je suis vraiment très ému de faire cette interview parce que vous représentez pour moi, et comme pour beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de souvenirs aussi, parce qu'on a tous en tête des courses, on vous a tous vu courir, et on a l'occasion de revivre ça parfois aux Coupes Moto Légende, aux Bikers Classic à Spa, et on voit certains de vos concurrents ou qui sont devenus des amis avec le temps. Et c'est beaucoup d'émotions de vous revoir, de vous voir rouler. On ne vous remerciera jamais assez du rêve que vous avez donné à des millions de personnes. Giacomo Agostini, merci. Merci à vous. Merci. Vous venez d'acheter en fait la numéro 123. 123. C'est un hasard? C'est tout à fait un hasard des victoires de Dago. Oui, voilà, on y est. Tout à fait. On y est. Donc on vient de vivre un moment incroyable parce que Ago vient de signer votre moto, vient de signer le petit coffret qui accompagne cette moto. C'est le bonheur total. C'est le bonheur total. J'ai attendu plus d'un mois, un mois et demi que j'ai pas encore vu la moto. J'ai attendu à ce moment ici pour vraiment la voir avec Monsieur Agostini. D'accord. Ben, je crois que c'est un grand moment dans la vie d'un motard. Alors cette moto, elle est destinée à rouler? Non. Je crois. Elle est destinée dans mon salon. C'est magnifique. Ouais, vous allez avoir un des plus beaux salons du monde.
Le monsieur il était très intelligent parce que c'est beaucoup de monde qui m'a demandé la moto con le numéro 123. J'ai dit non, c'est déjà vendu. Oh, et c'est toi. C'est moi qui l'ai eu. C'est excellent. Oui, voilà une interview exclusive que je ne suis pas prêt d'oublier, un moment vraiment, vraiment incroyable. Marco, on arrive déjà, malheureusement, tout doucement, à la fin de cette émission. On continuera à parler de Royal Enfield dans le prochain numéro parce que d'ici là, j'aurai été essayer la nouvelle classique 350. On va refaire une petite parenthèse là-dessus. Feu la classique 500. Peut-être pas pour longtemps, je crois. Je me suis laissé dire qu'il y aurait peut-être des nouveautés à ce niveau. Tu veux dire une évolution du moteur 350 ? Oui. J'y crois pas trop parce qu'il fonctionne tout aussi bien que le 500. Ça, c'est vrai. Oui. Et leur idée est justement de ne plus avoir de motorisation puisque les 500 précédentes partaient qu'à l'export principalement. Comme j'ai dit tantôt, ils gravissent les cols en 350 chargés comme des mulets. Donc, pour avoir essayé la Météor, qui est la première de la lignée, effectivement, j'ai ressenti pratiquement les mêmes sensations qu'avec la 500. Ça prend un peu plus de tours, ça fait un peu moins de chevaux, mais au final, on est sur le même résultat. Tout à fait. L'accueil est bon de cette Météor ? Très. Je dois dire même meilleur que les attentes, parce que dès le départ, ça a été une belle surprise de la voir arriver. Elle suit la lignée esthétique d'une moto qu'on a peu vendue, pratiquement pas, la Thunderbird, qui a évolué sous différentes formes en Inde, toujours sur la même base de moteur UCE, pour en arriver aujourd'hui à un beau lifting. Elle est magnifique et surtout elle est hyper efficace. Elle a un châssis fabuleux, elle a une maniabilité terrible, c'est une parfaite petite citadine, plus si on désire. La classique, je pense, aura un regard plus proche de l'ancienne. Donc on va plus s'imaginer partir en voyage sur la classique que sur la Météor. Ah, ils ont gardé cette ligne intemporelle, les chromes. Incontestablement belle, comme avant. La position est la même, donc on aura tout en mieux. Oui. Résultat dans le prochain épisode. Marco, merci vraiment de m'avoir accueilli. Avec plaisir. On ne quitte pas une concession comme ceci sans annoncer quelques petits événements peut-être. Pas des moindres. En premier, l'inauguration, puisque comme tu nous vois aujourd'hui, on n'a jamais eu l'occasion d'inaugurer, puisqu'on a commencé quelques mois avant la pandémie et que depuis lors, il est très difficile de concevoir un événement. Tu as une date déjà Non, on n'a pas de date précise, on sait que ce sera pour le mois de mai. On espère que ce sera pour le mois de mai, puisqu'on veut rebondir sur cette inauguration en réservant une petite surprise et peut-être le lancement d'une déclinaison au départ d'ici, qui fera un clin d'œil avec ce avec quoi nous avons commencé il y a 30 ans, en 91. Le retour à ce moment-là peut-être de notre festival de films de voyage en Royal Enfield qu'on a eu l'occasion d'organiser 2 fois, qui a été un grand succès puisqu'on pense toujours au côté folklorique avec nos événements. On essaye de faire quelque chose qui soit divertissant et à l'organiser et à le vivre. Tout ça c'est pour le printemps, on espère. D'accord. Il y a un endroit où on peut suivre les... Bien sûr, vous pouvez sur notre site vous inscrire à la mailing list. Il y a un lien en bas de chaque page. D'accord, site qui s'inscrit ici en dessous.
On a une page Facebook, bien sûr. On peut être suivi aussi sur Instagram, les classiques. On n'est pas super présent en ce moment, puisque c'est pas une situation c'est pas facile évident, oui, bien sûr. à vivre. On aime bien penser au beau jour plutôt que de faire semblant que tout va bien. Donc on est conscient qu'il y a des grands problèmes dans le monde, mais on ne manque pas de donner des informations. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Marco, à très bientôt. Certainement. D'ici mai. Oui. Voilà. Pour ma part, eh bien évidemment, moi je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour un Carter et Piston plein de surprises. J'espère que vous apprécierez le nouveau générique. Comme vous voyez chez Carter et Piston, on essaye de se renouveler en permanence. On se retrouve dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège.